Aujourd'hui, dans Smart Setter, le résumé d'un très grand classique, Le Prince. Le Prince est un traité politique écrit par le Florentin Nicolas Machiavel au XVIe siècle qui, s'inspirant d'exemples historiques et de sa riche expérience personnelle, s'adresse à Laurent le Magnifique pour conquérir et unifier l'Italie. Chapitre 1er. Combien de sortes de monarchies il y a et comment elles s'acquièrent? Machiavel commence par établir que toutes les formes de gouvernance sous lesquelles les hommes ont vécu peuvent être classées en deux catégories, les républiques et les principautés. Il se concentre sur les principautés, les divisant en deux sous-catégories principales. D'abord, les principautés héréditaires, celles qui ont longtemps appartenu à la famille d'un prince, généralement plus stables et plus faciles à maintenir en raison de la tradition et de l'habitude des sujets. Deuxièmement, les principautés nouvelles, soit entièrement nouvelles ou annexées à des territoires héréditaires existants. Machiavel examine ensuite les méthodes par lesquelles les principautés sont acquises, par les armes de l'acquéreur lui-même, par les armes d'autrui, ce qui signifie l'utilisation de forces étrangères ou alliées pour acquérir une principauté, par la fortune, à savoir par chance ou circonstances favorables. Enfin, par talent, cela concerne l'acquisition par le mérite, la compétence et l'habileté politique. Chapitre 2. Des principautés héréditaires. L'importance de la tradition. Machiavel conseille que, pour conserver une principauté héréditaire, le prince doit adhérer aux méthodes établies par ses prédécesseurs et être prudent dans son approche des changements. La stabilité est un avantage clé des principautés héréditaires. Les sujets ont tendance à rester loyaux à moins que le prince ne commette des erreurs graves. Une capacité de gouvernance même ordinaire est souvent suffisante dans une principauté héréditaire. Les princes héréditaires ont moins besoin de prendre des mesures impopulaires, ce qui les rend plus aimés par leurs sujets. Plus le temps passe, moins le peuple désire de changement. Chapitre 3. Des principautés mixtes. Machiavel décrit les principautés mixtes comme des États qui ne sont pas entièrement nouveaux, mais ajoutés comme un membre à un autre plus ancien, formant un corps hybride entre les principautés héréditaires et nouvelles. L'auteur note que les hommes changent volontiers de maître dans l'espoir d'améliorer leur sort, en vain. Le prince d'une principauté mixte doit souvent gérer l'hostilité de ceux qui l'a dépossédé, ainsi que la déception de ceux qui ont facilité son ascension, car il est difficile de satisfaire pleinement leurs attentes. Cette situation est illustrée par la perte de Milan par Louis XII de France, peu après s'en être emparé. Stratégie de consolidation. En cas de rébellion, Machiavel conseille de procéder avec fermeté pour sécuriser la principauté. Une fois reconquise, une principauté mixte est généralement plus facile à maintenir. Conquérir et tenir. Les conquêtes d'États avec la même langue, coutume ou nation sont plus faciles à tenir car les hommes vivent bien entre eux, il suffit alors d'éteindre la lignée de l'ancien prince. Les conquêtes où la langue, coutumes et nations divergent requièrent beaucoup de chance et d'habileté. D'abord, le souverain doit y habiter afin de remédier au désordre dans les temps et de donner un sentiment de justice aux habitants. Il est également utile de créer des colonies pour entraver le nouvel État. Les locaux expropriés demeureront pauvres et dispersés sans menacer le nouveau prince. Puis, il est crucial de se faire allier des faibles pour affaiblir les puissants, sans toutefois les élever trop haut, ce que firent systématiquement les Romains. Surtout, il s'agit de ne jamais laisser un problème empirer pour fuir une guerre. On ne ferait que la différer au profit d'un ennemi. Le roi Louis, appelé par les Vénitiens contre les Lombards, a pu s'emparer des 2/3 de l'Italie. Il fit cependant l'erreur de renforcer le pape déjà fort, s'aliénant ses alliés, puis fit entrer le roi d'Espagne, qui lui était pourtant concurrent. De ce fait, une coalition se forma contre lui et il fut contraint de se retirer. Chapitre 4. Pourquoi les États de Darius conquis par Alexandre ne se révoltèrent point contre les successeurs du conquérant après sa mort? Machiavel distingue deux formes de gouvernance. 1. Le gouvernement par un prince et des esclaves. Dans ce modèle, illustré par la Turquie,
tous les administrateurs sont des esclaves ou des ministres du prince, réduisant ainsi l'attachement des sujets envers des chefs locaux. 2. Le gouvernement par un prince et des barons, notamment la France, qui disposait de seigneurs anciens avec des terres et sujets loyaux. Dans un système centralisé comme celui de la Turquie, une fois le prince et sa lignée éliminés, il est plus facile de maintenir le contrôle, car il n'y a pas de seigneurs locaux puissants pour contester le pouvoir. À l'inverse, dans un système féodal comme en France, les seigneurs peuvent se soulever à l'issue de la conquête du pays. L'empire de Darius, gouverné de manière centralisée, a donc permis à Alexandre de maintenir le contrôle après la conquête, les sujets étant habitués à un seul souverain et sans allégeance envers des seigneurs locaux. Chapitre 5. Comment on doit gouverner les États ou principautés qui, avant la conquête, vivaient sous leurs propres lois. Machiavel se penche sur la manière de gouverner les États qui avaient leur propre gouvernance et étaient habitués à l'autonomie avant d'être conquis. Il énumère 3 méthodes de gouvernance. 1. Les détruire complètement, comme Carthage, Capoue et Numance par les Romains. 2. Résider personnellement dans le territoire conquis, le conquérant peut ainsi surveiller et réagir aux problèmes. 3. Laisser les lois locales et instituer un gouvernement loyal local, moins sanglant mais incertain et risque de laisser subsister un sentiment d'indépendance. Sparte a perdu Thèbes et Athènes pour cette raison, alors que les Romains ont dû détruire des cités pour conserver la Grèce. Machiavel souligne que gouverner des États habitués à la liberté est particulièrement difficile, car le souvenir de l'indépendance peut toujours inciter à la rébellion. Chapitre 6. Des principautés nouvelles acquises par les armes et par l'habileté de l'acquéreur. Machiavel discute des principautés acquises non pas par la chance ou l'héritage, mais par les compétences, ce qu'il appelle la vertu, et les efforts personnels du prince. Il cite des exemples de chefs comme Moïse, Cyrus, Romulus et Thésée. L'importance de saisir les opportunités est soulignée. La fortune peut offrir des opportunités, mais c'est la vertu qui permet à un individu de les saisir et de réussir. Les principautés nouvellement établies sont plus stables et plus faciles à gouverner si elles sont fondées sur les vertus et les efforts du prince. Chapitre 7. Des principautés nouvelles qu'on acquiert par les armes d'autrui et par la fortune. Machiavel explique que devenir prince par la fortune est facile, mais le maintien de cette position est difficile, car elle dépend de facteurs incertains et variables. C'est notamment le cas des États où le gouverneur est nommé, ou acquis par la corruption de soldats sans capacité de commandement de l'homme privé devenu prince. Or, si les États nouveaux manquent de racines profondes, les rendant vulnérables aux troubles, une grande habileté du nouveau prince peut les doter de nouvelles fondations solides. Les exemples de Francesco Sforza et César Borgia. Francesco Sforza est devenu duc de Milan par sa propre valeur et a eu peu de mal à maintenir sa position. En revanche, César Borgia, devenu prince par la fortune de son père le pape Alexandre VI, et malgré son habileté, a perdu sa principauté dès que cette fortune l'a abandonné. Borgia a tenté de se renforcer indépendamment de la France et d'autres forces extérieures, mais ses plans ont été contrariés par la mort inattendue de son père, le laissant avec un pouvoir encore précaire. Sa fortune l'a abandonné car, s'il n'avait pas été malade et dû faire face aux armées ennemies, il aurait pu conserver ses principautés. Chapitre 8. De ceux qui sont devenus princes par des scélératesses. Machiavel explore les voies par lesquelles certains individus deviennent princes en recourant à des actes immoraux, comme le meurtre et la trahison. Par exemple, Agathocle de Sicile est un potier devenu roi de Syracuse par des actes de cruauté tels que le massacre des citoyens et sénateurs. Tandis qu'Olivrotto da Fermo a tué son oncle et les notables de la cité au cours d'un banquet afin de prendre le pouvoir. L'auteur discute ensuite de l'efficacité des actes de cruauté, devant être rapides et brefs et visant à la sûreté du pouvoir, sans quoi ils engendreraient haine et ressentiment. Bien que de tels actes puissent permettre d'acquérir le pouvoir, ils empêchent toutefois d'atteindre la gloire
et pose des risques en termes de légitimité et de stabilité. Chapitre 9. De la principauté civile. La principauté civile, où le prince accède au pouvoir grâce à la faveur de ses concitoyens plutôt que par héritage. Cette forme de principauté est plus difficile à maintenir car elle peut impliquer de s'opposer à l'aristocratie. Comme exemple, Machiavel mentionne Moïse pour illustrer un dirigeant qui a acquis son autorité grâce à ses compétences et non par chance. Force et faiblesse des principautés civiles. L'auteur souligne que de telles principautés sont stables tant que le prince est compétent et respecté. Un prince sage doit être capable de maintenir l'équilibre entre les intérêts des citoyens et ceux de l'aristocratie. Machiavel conseille au prince de gagner le soutien du peuple en priorité par rapport à celui des aristocrates. Importance de la loi et des institutions. Des lois et des institutions solides sont essentielles pour maintenir l'ordre et la stabilité dans une principauté civile. Chapitre 10. Comment, dans toute espèce de principauté, on doit mesurer ses forces. Machiavel conseille au prince de bien fortifier la ville principale sans trop se soucier des territoires périphériques, ce qui renforcera la dépendance de ses sujets auprès de lui. Il est essentiel que le prince gagne l'affection de ses sujets, qui constitue également un élément dissuasif pour une attaque ennemie. Les villes d'Allemagne sont prises comme exemple par l'auteur, jouissant d'une autonomie grâce à leur défense robuste, la bonne préparation des hommes et des provisions pour tenir un siège et des réglementations pour maintenir l'ordre et la discipline. Stratégie contre les sièges. Le Florentin conseille d'inspirer de la confiance aux habitants en les rassurant sur la brièveté du malheur potentiel, puis de les avertir des conséquences de la reddition. Les dommages causés en brûlant et en ravageant le pays renforcent l'attachement des sujets envers leur prince, qui les protège et attise leur haine envers l'ennemi. Chapitre 11. Des principautés ecclésiastiques. Les principautés ecclésiastiques, comme celles dirigées par des papes ou d'autres figures religieuses, sont uniques en ce sens qu'elles ne rencontrent pas de difficultés majeures une fois établies. Elles sont acquises soit par la fortune, soit par la vertu. Leur maintien en place a la particularité de ne pas dépendre de leur gouvernance ni de défense militaire, les sujets, passifs, ne cherchant pas à s'en détacher. Les cardinaux sont décrits comme les principaux instigateurs de conflits. Leur implication dans les affaires politiques est vue comme une source majeure de discorde. Les exemples des papes Alexandre VI et Jules II. Alexandre VI a utilisé les ressources de l'Église pour accroître le pouvoir de son fils, le duc de Valentinois, et annihiler les rivalités entre cardinaux. Après sa mort et la chute de César Borgia, l'Église a toutefois hérité de leurs gains que Jules II a fait fructifier. Machiavel exprime l'espoir que Léon X, par sa vertu, rendra la papauté encore plus grande et vénérable. Chapitre 12. Combien il y a de sortes de milices et de troupes mercenaires. Machiavel identifie 3 types d'armes qu'un prince peut utiliser. Les troupes propres, mercenaires et auxiliaires qui sont inutiles et dangereuses, ou une combinaison de celles-ci. Inconvénients des mercenaires. Ceux-ci sont désunis, ambitieux, indisciplinés, infidèles et hardis contre les amis mais lâches face aux ennemis. Ne servant que pour de l'argent, ils ne sont pas prêts à mourir pour leur employeur et sont donc peu fiables en temps de guerre. L'auteur attribue d'ailleurs la ruine de l'Italie à une dépendance excessive aux troupes mercenaires. Qu'ils soient compétents ou non, les chefs mercenaires sont une menace, soit en cherchant à accroître leur propre pouvoir, soit en étant battus. Les princes et les républiques qui utilisent leurs propres forces ont plus de succès. Celles-ci doivent être composées de citoyens, de sujets ou de personnes directement liées au prince, car le corps des citoyens aura plus de mal à leur obéir pour renverser le pouvoir. Chapitre 13. Des troupes auxiliaires, mixtes et propres. Les troupes auxiliaires sont fournies par un autre État. Or, si ces troupes perdent, l'État aidé est aussi vaincu, mais si elles vainquent, l'État aidé devient leur prisonnier.
À la différence des armes mercenaires, ces troupes sont unies sous un autre que le prince qui les emploie, ce qui les rend dangereuses. Les princes sages doivent leur préférer leurs propres forces, dont la défaite est plus envisageable qu'une victoire due à des forces étrangères. Ainsi, César Borgia a décidé de compter uniquement sur ses propres forces dès qu'il a pu se passer des autres, comme Hiéron de Syracuse ou David dans l'histoire biblique ayant refusé les armes de Saül. En France, alors que Charles VII a établi des compagnies nationales régulières, Louis XI a commencé à dépendre des mercenaires suisses, ce qui a affaibli le pays. Chapitre 14. Des fonctions qui appartiennent au prince par rapport à la milice. L'importance de la guerre pour un prince. Machiavel soutient que la guerre, ses institutions et règles, doivent être les principales préoccupations d'un prince. Il met en garde contre les conséquences de négliger ses compétences, notamment le mépris, car un prince désarmé ou ignorant en matière militaire ne peut pas inspirer le respect à ses soldats et sujets. Dans ce but, le prince doit manœuvrer ses troupes et pratiquer la chasse pour s'aguerrir, se familiariser avec le terrain et endurcir son corps. Il doit aussi étudier l'histoire et les actions des grands hommes pour apprendre de leurs victoires et défaites. De ce fait, Alexandre s'est inspiré d'Achille, César d'Alexandre et Scipion de Cyrus. Surtout, le prince doit se préparer aux éventualités de la guerre même en temps de paix, pour être prêt à affronter les aléas de la fortune et maintenir son pouvoir. Chapitre 15. Des choses pour lesquelles tous les hommes, et surtout les princes, sont loués ou blâmés. En premier lieu, l'auteur critique ceux qui imaginent des républiques et des principautés idéales qui ne se sont jamais réalisées. En effet, un prince dont les qualités seraient trop éloignées des nécessités provoquerait plutôt la ruine de son état, la nécessité de ne pas toujours être bon. Le prince doit apprendre à ne pas être toujours bon et à agir au-delà des considérations de moralité conventionnelle lorsque le bien de l'État l'exige. Si le prince doit éviter les vices qui le feraient chuter, il ne doit pas suivre ce que le peuple considère comme de bonne réputation, car ce que le peuple considère comme vertu peut mener à la perte et comme vice à la sûreté. Le prince doit cependant paraître posséder certaines qualités plutôt que de les posséder réellement, les hommes jugeant plus souvent sur la base de ceux qu'ils voient que sur ce qui est vrai. Chapitre 16. De la libéralité et de l'avarice. Dans ce chapitre, l'auteur analyse les avantages et inconvénients pour un prince d'être perçu comme libéral, à savoir généreux ou avare. La libéralité excessive est dangereuse. Si un prince est trop libéral, il risque d'épuiser ses ressources, être contraint d'augmenter les impôts, devenant impopulaire et haï par ses sujets. Au contraire, il est préférable d'être considéré comme avare. D'abord méprisé, un prince avare gagne une réputation de libéralité en évitant les taxes excessives et en utilisant judicieusement ses ressources propres pour ses entreprises. Toutefois, un prince peut être tenu pour libéral au seul moment de la conquête du pouvoir et non de son exercice. Dans ce cas, il se doit d'être économe sur son bien propre ou dépensier s'il prend sur le bien d'un adversaire avec ses soldats, ce qui accroît son prestige. Chapitre 17. De la cruauté et de la clémence, et s'il vaut mieux être aimé que craint. Le Florentin suggère qu'un prince devrait aspirer à être réputé clément, mais avertit contre les travers de cette qualité. La clémence mal utilisée peut mener à l'anarchie et au désordre, tandis que la cruauté bien utilisée peut maintenir l'ordre et l'unité. Machiavel utilise l'exemple de César Borgia, dont la cruauté a contribué à ramener l'ordre et la paix en Romagne, et ce, alors que la clémence excessive de Florence a conduit à la destruction de Pistoia. Il conclut qu'il est souhaitable pour le prince d'être à la fois aimé et craint. Cependant, comme il est difficile d'atteindre les deux, il soutient qu'il est plus sûr d'être craint en raison de la nature des hommes inconstants, égoïstes et prompts à trahir. En revanche, un prince doit éviter d'être haï, même s'il est craint. Pour cela, il doit éviter de s'approprier les biens et les femmes de ses sujets. Chapitre 18. Comment les princes doivent tenir leurs paroles. L'usage de la force et des lois.
Les princes doivent savoir combattre avec les lois de manière humaine et avec la force de manière bestiale. Cela est symbolisé par le mythe d'Achille et d'autres héros élevés par le centaure Chiron, à la fois homme et animal, le lion et le renard. Le prince doit imiter à la fois le lion pour sa force et le renard pour sa ruse. Un prince qui est seulement lion ne reconnaîtra pas les pièges, et celui qui est seulement renard ne pourra pas se défendre contre les loups. L'art de la tromperie. Machiavel avance que les princes ne doivent pas toujours tenir leur parole, surtout si cela les met en difficulté. Il argumente que les hommes sont de telle nature qu'ils ne tiendront pas leur parole envers le prince. Le prince n'a donc pas besoin de tenir la sienne envers eux. Ainsi, un prince n'a pas besoin d'avoir toutes les qualités, mais il est crucial qu'il semble les avoir. Parfois, il peut être nécessaire pour un prince d'agir contre ses vertus pour assurer la sécurité de son État. Dans tous les cas, un nouveau prince devra agir contre la foi, la charité, l'humanité, la religion pour tenir son État. Il ne doit pas s'écarter du bien s'il le peut, entrer dans le mal s'il le faut. Enfin, les princes qui prêchent la paix et la bonne foi en sont les pires ennemis. En effet, s'ils appliquaient vraiment ces préceptes, ils auraient perdu leur État. Chapitre 19. Qu'il faut éviter d'être méprisé et haï. Pour un prince, être haï ou méprisé représente une menace sérieuse pour son pouvoir. La bienveillance du peuple est essentielle pour prévenir les conspirations et les rébellions. Si un prince est haï, il est plus susceptible de faire face à des complots contre lui. D'autre part, le mépris peut naître de l'indécision, de la faiblesse, de la lâcheté ou de l'incapacité à gouverner efficacement. C'est pourquoi un prince doit afficher de la fermeté, de la gravité et du courage dans ses actions pour éviter d'être méprisé. Dans les affaires privées des citoyens, la sentence du prince doit être irrévocable pour que ceux-ci ne songent à le tromper. Parmi les exemples cités, Hannibal de Bentivoli, un prince de Bologne aimé, a été tué par les Caneschi, mais ceux-ci ont ensuite été décimés par le peuple en guise de représailles. La France est un exemple de bon ordre politique. Le Parlement sert à contrôler les grands car la multitude les hait, et cela sans exposer le roi en passant par un intermédiaire. L'Empire romain est l'exemple le plus délicat, le souverain devant à la fois satisfaire le peuple, les grands et les soldats avides. Commode, bien que prince héréditaire, s'est fait haïr du peuple pour sa rapacité, des soldats pour ses vices dont son abaissement à se battre comme gladiateur. Celui-ci a donc été tué par son armée. Chapitre 20. Si les forteresses et plusieurs autres choses que font souvent les princes leur sont utiles ou nuisibles. Un prince nouveau doit armer ses sujets. Alors, ceux qui étaient suspicieux deviennent fidèles, ceux qui étaient fidèles le demeurent. S'il est impossible de tous les armer, il faut privilégier ceux qui en ont déjà les moyens. En effet, ils deviendront des obligés, tandis que ceux avec peu de moyens pardonneront plus facilement et justifieront cette différence de charge par la plus grande responsabilité incombant au premier. Or, si le prince désarme ses sujets, ceux-ci le prendront comme une offense et le haïront. Une exception existe cependant pour un État nouveau attaché à un État ancien. Dans ce cas, le prince doit désarmer ses nouveaux sujets, sauf les partisans qui ont permis de l'acquérir et qui devront tout de même être désarmés progressivement. Le prince ne doit surtout pas diviser ses sujets. En temps de paix, cela lui permet de mieux régner, mais c'est une preuve de faiblesse, car en temps de guerre, le parti le plus faible se ralliera à l'ennemi et fragilisera l'État. Il est cependant possible de faire naître une inimitié de manière occasionnelle pour en tirer de la grandeur, surtout pour le prince nouveau qui a besoin de construire sa réputation. Les ennemis du prince nouveau peuvent devenir des alliés en début de règne, car ceux-ci ont besoin d'un appui pour se maintenir et doivent se faire pardonner. À l'inverse, des sujets fidèles depuis longtemps peuvent négliger les affaires du prince, et celui-ci ne doit pas oublier les raisons pour lesquelles ils se sont ralliés. Dès lors qu'elles disparaissent, ils deviendront ennemis. Quant aux forteresses, leur utilité dépend des circonstances. Si elles sont utiles pour se défendre contre des ennemis externes, la meilleure défense réside dans une armée propre, forte et fidèle, plutôt que dans des fortifications. Contre les sujets internes, elles peuvent fournir un refuge en cas de rébellion,
mais aussi donner l'impression que le prince se méfie, ce qui pourrait engendrer de la méfiance. Chapitre 21. Comment doit se conduire un prince pour acquérir de la réputation? Pour se faire estimer, le Florentin conseille au prince d'entreprendre de grandes actions pour marquer les esprits et démontrer leur compétence, leur courage et leur capacité à diriger. Pour ce qui est des affaires militaires, le prince doit être impliqué directement et s'imposer pour gagner le respect. Les princes doivent s'entourer de conseillers fiables et les inciter à dire la vérité seulement sur les sujets sur lesquels ils seront interrogés. En revanche, une parole trop libre auprès d'un entourage qui ne serait pas de confiance conduit le prince à être méprisé. Les flatteurs sont à éviter. D'autres actions contribuent à renforcer la réputation du prince, notamment donner hospitalité aux gens de talent et d'art. Encourager ses citoyens à exercer leur métier, l'un doit pouvoir embellir son jardin sans crainte qu'il ne lui soit ôté, mais au contraire être récompensé s'il participe à la croissance de son pays. Tenir le peuple occupé par les fêtes au moment prévu, se mêler parfois aux collectivités en faisant exemple d'humanité tout en conservant la majesté de son rang sont également des actions à privilégier. Chapitre 22. Des secrétaires des princes. La qualité d'un prince se reflète souvent dans la qualité de ses conseillers. Ceux-ci doivent être choisis selon leur sagesse et leurs compétences et ne pas être motivés davantage par leur propre intérêt que celui de leur état. Le conseiller ne doit jamais entretenir le prince de choses qui ne le concernent pas. Or, pour que le conseiller reste bon, le prince doit lui remettre sa part des honneurs et des charges dont l'abondance ne doit pas lui donner d'en trouver d'autres ailleurs, mais susciter chez lui la crainte de les perdre. Cependant, malgré la sagesse de ses conseillers, la décision finale doit revenir au prince, sans quoi il serait méprisé et perdrait son état. Chapitre 23. Comment on doit fuir les flatteurs? Selon l'auteur, la flatterie est l'un des plus grands dangers pour un prince. Un prince sage doit encourager ses conseillers à parler honnêtement. Il doit créer un environnement dans lequel les conseillers se sentent libres de donner leur avis sans crainte de représailles. Le prince qui n'est pas lui-même sage ne peut être bien conseillé, sauf s'il s'appuie sur un seul homme qui lui ravira toutefois son état à moyen terme, car il ne saura entendre la vérité ni unifier ses conseillers au-delà de leurs intérêts propres. Ainsi, les hommes sont mauvais, et c'est le prince qui les presse à être bons. Les bons conseils viennent donc de la sagesse du prince, et non la sagesse du prince des bons conseils. Chapitre 24. Pourquoi les princes d'Italie ont perdu leurs États? De mauvaises armes, l'hostilité du peuple et celle des grands sont les trois causes principales de l'échec des princes italiens. Philippe de Macédoine a été vaincu par les Romains commandés par Titus Quintus. Toutefois, la possession de ces trois atouts lui ont permis de tenir de nombreuses années malgré de faibles forces et conserver son royaume ensuite. De nombreux princes ont perdu leurs États en raison de leur manque de préparation en temps de paix. Ils ne disposaient pas de forces propres suffisantes pour défendre leur territoire et dépendaient excessivement de mercenaires ou d'alliés. Beaucoup de souverains italiens n'ont pas su anticiper les changements politiques ou réagir adroitement aux menaces, à la fois internes et externes. Leur manque de popularité ou de légitimité auprès du peuple les a rendus vulnérables aux révoltes et aux conspirations. Leur rigidité dans la stratégie et la gouvernance les a empêchés de répondre efficacement aux menaces nouvelles. Chapitre 25. Combien dans les choses humaines la fortune a de pouvoir et comment on peut y résister? Machiavel commence par reconnaître que la fortune joue un rôle important dans la détermination des succès et des échecs humains. Cependant, l'issue des événements dépend aussi pour moitié de l'action humaine. De même que l'on peut préparer des digues et des barrages pour contrôler un fleuve, on peut également préparer des stratégies pour contrôler l'influence de la fortune. De l'audace contre la prudence. Contre la fortune, l'impétuosité est préférable à la prudence, afin de s'adapter aux circonstances changeantes et aux caprices de la fortune. Quand la fortune rencontre l'homme prudent, celui-ci prospère,
Mais il s'effondre lorsqu'elle est contre lui, car il n'est pas capable de changer sa manière de faire. À l'inverse, l'impétuosité, caractérisant souvent les hommes jeunes, permet de s'adapter aux circonstances pour commander à la fortune. Ainsi, le pape Jules II, impétueux, se met en mouvement contre la Bologne, inspire la crainte à ses ennemis, l'envie à ses alliés, et convainc ainsi la France de lui envoyer des troupes